Le 20 août dernier, j'avais fait donc une vidéo sur le Bitcoin où j'évoquais trois raisons qu'il ne fallait pas, les trois raisons qui montraient qu'il ne fallait pas investir, n'est-ce pas, sur le Bitcoin. Et évidemment, quand on parle ici d'investir, ça veut dire d'acheter le Bitcoin. Et le 20 août dernier, j'avais donc évoqué ces trois raisons. Il y avait la raison économique, la raison économique et fondamentale, le contexte d'incertitude, et puis le défi technique. Le défi technique, le challenge technique et graphique que le Bitcoin montrait, n'est-ce pas, qui militait pour ne pas, dans le sens de ne pas investir là-dessus, mais plutôt de spéculer à la baisse surtout, ou alors d'investir, mais d'être long en short, ou si vous voulez d'être sell, d'accord, donc d'être un sell sur le Bitcoin. Alors, à l'époque, quand j'enregistrais il y a 3 mois de cela, donc le 20 août, quand j'enregistrais cette vidéo, le Bitcoin était à peu près entre 23 500 et 24 000. Donc, si vous regardez, il y a dans la vidéothèque de Lunis Trading, cette vidéo a été faite le 20 août, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre, donc ça fait à peu près, non, ça fait pas à peu près, ça fait 3 mois, presque jour pour jour. Donc, je refais donc cette mise à jour pour vous sur le Bitcoin, et force est de constater que le Bitcoin n'a cessé de baisser. Donc, actuellement, à l'heure où je vous parle, il est à 16 000, comme vous le voyez à l'écran, 16 500. 16 500, bientôt on va passer en dessous de 16 000. Alors, je fais cette vidéo, bien sûr, pour faire une mise à jour et pour vous expliquer qui sont d'ailleurs les mêmes raisons, mais avec un additif en plus, c'est-à-dire de donner mes prévisions personnelles sur le Bitcoin pour l'année 2023, donc l'année qui arrive, et puis donc de réitérer et d'expliquer encore une fois de plus les raisons qui m'ont motivé d'abord à vous prévenir sur cette baisse. On a perdu pratiquement 30%, d'accord, ou plus de 30% en 3 mois, ce qui fait à peu près 10% par mois. Et donc, je viens pour réitérer ces explications-là et d'ajouter un additif, c'est-à-dire une prévision pour le premier semestre de l'année 2023. Si c'est votre première fois de me découvrir, mon nom est François Ablé. Je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne, à la liker, à la partager à vos proches et à tous ceux qui sont intéressés par les marchés financiers. Donc, à nous rejoindre à travers notre canal Telegram, qui est Lunis Trading, que vous allez retrouver dans le descriptif, ou quand vous allez arriver la première fois sur notre page YouTube. Et puis, nous avons aussi notre page Facebook, d'accord, la chaîne YouTube pour le format que vous connaissez, le format YouTube, et la chaîne Facebook, la page Facebook pour les vidéos concernant les grands sujets économiques, les grands sujets économiques qui défraient la chronique et les sujets aussi financiers, d'accord. Et je vous dis à tout à l'heure après le générique. Bien, alors merci encore une fois de plus de rester attentif et attentive à cette intervention. Mon nom est François Ablé, je suis consultant économique pour Lunis Trading, donc économiste en chef, stratégiste de marché, trader pour compte propre. Je suis très ravi de vous retrouver à travers cette intervention et je suis très content de cette mise à jour parce que évidemment le temps ne m'a pas donné tort. Et à l'époque, comme je vous ai dit, quand je faisais cette vidéo, donc le 20 août, le Bitcoin était à 23 500. Aujourd'hui, nous sommes à 16 000. Donc, on a perdu 30% ou plus de 30% en 3 mois par rapport au contexte économique d'incertitude mondiale et aussi financier. Alors, évidemment, dans ce contexte économique d'incertitude mondiale et financier, on ne va pas évoquer le conflit de la guerre de l'Ukraine que vous savez, parce que de toutes les manières, dans un contexte on va dire de peur, ou dans un contexte d'incertitude ou de beaucoup de risques, le dollar à la main. Ça, pourquoi le dollar à la main d'ailleurs? C'est une question de logique commerciale, d'accord? Parce que tous les actifs risqués que vous transigez en bourse, si vous n'avez pas remarqué, je vous le rappelle, sont tous cotés en dollars, d'accord? Et les acteurs du marché ou les intervenants, ou ce qu'on appelle le smart money,
n'est-ce pas, sont dans une logique toujours, et ça ne va jamais changer, c'est comme cela depuis la nuit des temps, depuis 400 ans, depuis que la bourse existe. À chaque fois que nous n'avons pas de belles perspectives à l'horizon, mieux vaut, n'est-ce pas, garder son argent dans sa poche. C'est-à-dire que, comme on le dit souvent en bourse, la devise cash is king. Donc, ça veut dire que le smart money est demandeur du dollar, d'accord, la monnaie. Et lorsqu'on est dans une phase de une situation d'incertitude, et non, pas d'incertitude, mais une situation de complaisance des marchés, où on a les banques centrales qui se mettent au devant, comme un peu dans le cadre du QE, donc du quantitative easing, les acteurs du marché sont plus amenés à prendre du risque. Donc, le dollar est plus dépensé, donc le dollar est bon marché pour acheter massivement des actifs à risque. C'est comme cela qu'on remarque, si vous avez fait attention, que le SP500, le prix des obligations, le pétrole, le gold, le bitcoin en l'occurrence qui est un actif 2.0, qui est le gold 2.0, aussi tout ça sont des actifs où les acteurs du marché recherchent du risque, donc sont attractifs et réceptifs d'ailleurs de la volatilité, vont acheter massivement, n'est-ce pas, ces actifs que je viens de citer, et donc ces actifs prennent de la valeur. Ces actifs sont spéculatifs à la hausse. On a vu depuis 2009 jusqu'à 2020-2021, le Bitcoin n'a fait que monter dans un contexte donc d'assouplissement quantitatif. Alors, tant que nous sommes dans un contexte on va dire, de resserrement monétaire, le Bitcoin n'a pas la main. Il sera toujours vendu. Donc, cela nous permet de faire une transition, d'aller donc à la question numéro 2, donc à la raison macroéconomique, qui est évidemment de manière cyclique, dans un ordre cyclique, dans un ordre du cycle économique et financier. Évidemment, pendant 10 ans, nous avons passé tout notre temps à avoir accès à l'abondance. Le rendement sur les obligations, c'est-à-dire le rendement de la dette, c'était payant de s'endetter en dollars, parce que je vous ai dit en prélude au début que le dollar est l'actif adossé, est la monnaie adossée à tous les actifs risqués, d'accord? Et maintenant, puisqu'on a eu une inflation qui est plus ou moins, n'est-ce pas, pour l'instant, est plus ou moins contenue, mais ce n'est pas fini, parce que il y a encore des relents, n'est-ce pas, d'inflation qui sont en cours, parce que n'oubliez pas que l'inflation, quand il est publié, c'est l'inflation du mois passé. Donc, ça veut dire que c'est un indicateur retardé, d'accord? Donc, l'inflation qui sort en octobre, c'est l'inflation de septembre. Donc, ça veut dire que actuellement, étant donné qu'on a mis beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts, on a sévi au niveau économique et financier pour durcir, n'est-ce pas, la politique monétaire, il y a eu beaucoup d'effets qui sont perceptibles, et cela a permis de ralentir un petit peu, n'est-ce pas, l'allure ou bien le flux de circulation, le flux de l'inflation. Et certains acteurs du marché pensent que nous avons fait le point haut de l'inflation. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que on a encore du chemin à parcourir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour ceux qui ne sont pas économistes, c'est que l'inflation, on n'augmente pas les taux d'intérêt quand l'inflation monte. On augmente les taux d'intérêt quand l'inflation semble se stabiliser, voire diminuer. C'est en ce moment-là qu'on durcit encore la politique monétaire. Ça veut dire que actuellement, à l'heure actuelle où je vous parle, les taux d'intérêt sont aux alentours des 3,25, de 3,50, 3,75. La Fed va tout faire pour ramener les taux de manière globale entre 4,75 et 5% de taux d'intérêt. Donc, il nous reste encore à peu près entre 1,25 à 1,75 de dose de taux d'intérêt. Ce qui veut dire qu'on peut avoir deux hausses de taux d'intérêt de 50 points de base et puis une hausse de 25 points de base, ou bien une hausse de 50 points de base, une hausse de 75 points de base, et puis une autre hausse, par exemple, de 25 points de base. Vous comprenez? Ça va dépendre. Mais du fait déjà qu'on ralentisse, n'est-ce pas, les taux d'intérêt, enfin, qu'on ralentisse, n'est-ce pas, l'allure de la hausse des taux d'intérêt,
est probablement un bon signe. Et les gens souvent oublient qu'on augmente les taux d'intérêt généralement quand l'économie se porte bien. Ça, c'est une règle de base en économie monétaire. Les gens pensent que c'est du fait que la Banque centrale est en train de foutre la merde. Non. En théorie monétaire, les taux d'intérêt sont augmentés lorsqu'on est dans un cycle économique, n'est-ce pas, qui est rassurant. Mais actuellement, à l'heure où je vous parle, les hausses de taux d'intérêt que vous avez vues sont des hausses dues à un rattrapage de politique monétaire qui aurait dû être fait depuis 2014. Donc, actuellement, les gens de chez Lunix, donc de notre Lunix Trading Group, savaient déjà que cette année, à partir de l'automne, nous allons, parce que j'avais communiqué à l'interne, dans une lettre stratégique, qu'il n'allait plus avoir, ou en tout cas, il allait avoir maximum une dernière hausse de taux d'intérêt pour le trimestre en question, c'est-à-dire le trimestre dans lequel nous sommes, d'octobre à décembre. Et c'est ce qui est en train de se passer. On verra donc la dernière réunion du 14 et 15 décembre prochain qui arrive, c'est-à-dire dans environ 3 semaines, si la Fed va augmenter le taux d'intérêt. Si elle le fait, certainement, ça sera de 50 points de base parce que elle a beaucoup agi en première partie du début de l'année et cela est facile à comprendre parce que c'était à l'époque où l'inflation et les ventes au détail étaient en accélération sur le rythme du dollar constant, c'est-à-dire du dollar réel. Pas du dollar courant, d'accord, mais du dollar constant. Donc, forcément, comme les ventes au détail et l'inflation étaient en accélération sur le rythme en dollars constant, il fallait forcément augmenter, il fallait être agressif de façon violente sur les taux d'intérêt pour pousser les ménages à ressentir de façon très dure le resserrement monétaire. Et c'est malheureux de le dire, mais les salaires n'ont pas réellement bougé. Donc, évidemment, les gens vont diminuer, n'est-ce pas, la consommation et être demandés plus de dollars. Donc, ça encore, c'est un gain pour le dollar. Donc, dans une situation de déflation ou dans une situation d'inflation, le dollar a la main. Donc, forcément, le Bitcoin ne peut pas prospérer dans ce schéma-là. Le défi technique pour la partie 3, vous le voyez à l'écran, je n'ai pas besoin de faire de longs discours. On est en dessous de la moyenne mobile annuelle, on est en dessous des moyennes mobiles, les moyennes mobiles rapides, de très courte période. Ce n'est pas le moment de chercher à le payer. On peut le payer dans une optique de spéculation. Donc, si vous payez le Bitcoin, c'est bien, mais payez-le dans une optique de spéculation. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails quantitatifs sur le Bitcoin en termes de volatilité, mais ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est que quand j'ai étudié le Bitcoin de façon quantitative, j'ai trouvé que depuis le début de sa création, donc depuis 2009, dans un élan en allure de distribution gaussienne, là, donc s'il suit une loi normale, de façon statistique, donc dans ces statistiques descriptives, la volatilité sur le Bitcoin sur 90 jours, donc sur 3 mois, est de 1075 $. D'accord, 1075 $. Il est dans une fourchette entre 1075 $ et 1150 $. D'accord, il est souvent dans cette fourchette sur 90 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que le Bitcoin perd entre 1075 et 1150 $, il a tendance à monter. D'accord, il a tendance à monter. Donc, à très court terme, on est certainement dans une phase, n'est-ce pas, de rebond après cette forte dépréciation. Mais ne vous trompez pas, le Bitcoin, il y a encore une forte pression baissière. Il n'y a qu'à lire le rapport de la politique monétaire et des projections économiques de la Fed pour réaliser à quel point, tant que la Fed ne va pas cesser ses actions de politique monétaire, de resserrement et de dureté de la politique monétaire, le Bitcoin n'a pas de chance malheureusement de se hisser vers des sommets.
Maintenant, ça nous permet aussi de faire la transition progressive, d'aller donc pour le quatrième point, donc pour la prévision. Selon moi, mes prévisions économiques, selon les études que j'ai faites sur le Bitcoin, les études quantitatives, je vois le Bitcoin entre 9 500 et 11 000, d'accord? Donc, c'est à partir de 11 000 $, entre 9 500 $ et 11 000 $ que j'estime, pour ma part, que c'est le meilleur moment pour entrer dans le marché, dans une optique d'investissement et de laisser le Bitcoin, de laisser, c'est-à-dire d'acheter, comme buy and hold it, donc d'acheter et de le tenir pour le prochain cycle à venir, c'est-à-dire jusqu'à 2025-2030, l'échéance 2025-2030, donc de tenir le Bitcoin, mais de l'acheter entre 9 500 et 11 000. Donc ça, c'est ce que moi j'ai vu dans mes données et en fonction des différents modèles de prévision que j'ai utilisés. À titre de rappel, j'utilise des modèles comme ARIMA, que vous connaissez tous, donc le Auto-Regressive Integrated Moving Average. Et puis, j'utilise aussi des estimateurs je fais des régressions multiples, n'est-ce pas? Donc, avec certains indicateurs économiques que j'ai modélisés, qui sont corrélés directement avec le Bitcoin à cause du dollar, parce que ces indicateurs économiques sont corrélés avec le dollar. Et dans ce que je vois dans mes données, en fonction des résultats, je vois donc un Bitcoin qui va perdre encore au moins 30%, voire 50%, entre 30 à 40%, voire même 50%, pourquoi pas. Ça va dépendre des actions de la Fed, mais je le vois quantitativement entre 9 500 et 11 000, d'accord, suivant les résultats que j'ai. Alors, voici ce que j'avais à vous dire pour ceux qui suivent beaucoup le Bitcoin. C'est un actif spéculatif comme tout autre actif, comme l'or, comme le SP500 en termes de contrat à terme futur, comme certaines matières premières. Traitez-le comme de manière spéculative. Mais si vous voulez investir, il faudrait donc être un peu patient, au moins d'ici juin 2023, et c'est peut-être pas là, peut-être à ce moment-là encore, on va réévaluer la situation encore pour voir si le Bitcoin est encore propice. Mais d'ici là, il ne faut pas chercher à investir, il faut le chercher plutôt à faire des spéculations, donc à acheter, shorter, donc dessus des très courtes périodes. Mais si pour ceux qui veulent investir dans le Bitcoin et puis l'avoir dans son portefeuille, c'est pas mal entre 9 500 et 11 000 $. D'accord? Merci encore d'avoir suivi cette intervention. J'espère que j'ai été assez clair et démonstratif dans mes propos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne Telegram. C'est une chaîne là où on vous entretient, où vous êtes encadré techniquement, parce que l'Onyx Trading est une firme, n'est-ce pas, virtuelle d'aide à la décision. L'aide à la décision, en quoi ça consiste? Ça consiste à donner le maximum de confiance aux traders indépendants, particuliers, à tous ceux qui veulent gagner sur les marchés financiers avec une grande confiance, en contrôlant le risque, en gérant le risque, comme des gestionnaires de risque. On vous fournit des lettres de marché, des lettres stratégiques à travers lesquelles il y a donc la dimension quantitative que personne ne fait justement sur les réseaux sociaux. C'est un chat, un forum privé, mais qui est accessible au grand public. Vous avez juste à cliquer dans le descriptif. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook, comme je vous ai dit au début en prélude de cette vidéo, où nous faisons des lives sur des sujets de grande portée économique et financière qui défraient la chronique. Et puis, n'hésitez pas donc à nous poser des questions en dessous de cette vidéo si vous avez besoin d'amples informations. Merci encore, portez-vous bien et passez un très bel week-end et une belle fin de semaine. Au revoir.